infini pour ce qu'il fait en termes de formation initiale, formation continue, en termes d'apport au niveau de la recherche scientifique et de l'encadrement, et comme le cas aujourd'hui en termes d'ouverture sur l'environnement économique et le choix des thématiques qu'il propose à chaque fois et l'organisation qu'il excelle d'ailleurs à chaque fois pour choisir d'une manière très rigoureuse nos invités qui nous honorent et parmi nous aujourd'hui, monsieur le Mrabba. Donc, monsieur le Mrabba, vous êtes là aujourd'hui avec nous pendant une journée un petit peu particulière, une journée pluvieuse que nous avons tant attendue et une journée pour laquelle nous portons beaucoup d'espoir et nous souhaitons pour notre équipe nationale. Donc, nous avons démarré la journée avec, à mon sens, l'assistance se partage avec moi, avec une thématique extrêmement intéressante qui va compléter notre formation tous et toutes, parce qu'on ne doit pas rester uniquement sur tout ce qui est technologique pur et dur, académique pur et dur. C'est la moitié de la formation, mais ce qu'il fait, M. Zaz, pour nous tous, en choisissant ces thématiques, ou en nous aidant à organiser de tels événements, ça complète notre formation sur tout ce qui est para, tout ce qui est pourquoi nous étudions telle ou telle technologie, pourquoi nous avons choisi l'informatique, comment peut-on la déployer dans le domaine de la monétique. Donc, monsieur le Mrabba, on ne peut pas trouver mieux pour nous parler de ce domaine. Monsieur le Mrabba est l'administrateur de la plateforme monétique of Bank of Africa. Certainement, nous allons avoir avec lui, et ça j'en suis certaine, une matinée très fructueuse. Merci beaucoup, monsieur le Mrabba. Merci infiniment d'être venu jusqu'au Tétouan. Merci, monsieur Zaz, pour tout ce que vous faites, pour tout ce qui part au niveau de la faculté des sciences. Avant de terminer c'est-à-dire mon mot, je vous transmets les excuses de monsieur le doyen. Monsieur le doyen qui encourage très vivement ce genre d'événement. Donc, il a été retenu par une autre contrainte professionnelle de dernière minute. Donc, ça a été dans le planning soir avec nous pour lancer cette conférence aujourd'hui, mais disons malheureusement, heureusement, il est tenu par une autre contrainte aussi importante et de dernière minute. Voilà. Donc, cette activité est une activité qui est organisée, une activité d'ouverture organisée par IWA et la faculté des sciences, donc, on organise plusieurs activités d'ouverture sur les outils les plus demandés au marché d'emploi. C'était en 2021, Digital Transformation Day, toujours en juin 2022, avec la présence de plusieurs organismes externes. Une campagne de recrutement avec Capgemini, donc c'est une campagne qui permet à nos lauréats de trouver des stages avec une forte employabilité, une forte opportunité d'embauche, qui a connu un grand nombre de participants. Et à cette information, il y aura un autre événement, e-commerce tips and tricks, qui sera organisé le 17 décembre à 2h30. Donc, c'est une activité qui permet aux étudiants, surtout qui s'intéressent au développement web et plutôt au développement des sites e-commerce,
de venir voir une expérience de quelqu'un qui est très bien branché au domaine du digital et au domaine du développement des sites web. Monsieur Amin Zerzour qui va animer un débat sur les techniques de e-commerce. Il a une grande expérience dans les sites de développement des sites web au Maroc. Il va partager avec nous ses expériences et nous espérons que nos étudiants seront là pour bénéficier de ses compétences. Avant de donner la parole à M. Mrapper, les activités d'ouverture sont très, très importantes. Parmi les choses qui peuvent vraiment encourager les étudiants à s'ouvrir au monde extérieur, c'est la culture des clubs des étudiants. Heureusement qu'ici à la fac, on ne fait pas l'exception, donc il y a un club informatique, Informat, présidé par Simrouane Amrani, qui peut nous présenter son club, ses activités, et j'encourage les étudiants qui s'intéressent à l'informatique à adhérer à ce club pour avoir un maximum d'ouverture sur le monde extérieur. Bon, mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents là. Je me présente, je suis Marwan Amrani, président du club d'informatique, le club d'informatique, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'informatique et mathématiques. Et premièrement, je vous remercie notre encadrant, cher prof oui, qui nous a donné beaucoup de soutien durant les périodes d'évaluation du club. Je vous remercie aussi le prof, M. Zaz, qui nous a donné l'occasion de présenter notre club. J'aimerais exprimer ma gratitude aux étudiants pour le temps qu'ils nous ont donné. Alors, c'est quoi le club informatique? Comme j'ai dit tout à l'heure, le club informatique a été créé en 2006 et il y avait, pour dire, pas d'événements comme celle des formations de C++, de Java, HTML, PHP, alors, parce que les langages qui sont populaires, c'était comme ces formations, c'était commencé depuis le 2007. Alors, il y avait aussi des tournois de foot, d'échecs, il y avait aussi deux formations très importantes de JobWave, celle pour chercher un emploi, et aussi de formations Writing Introduced, celle qui était faite en 2013. On avait aussi d'autres événements, comme la participation de notre club dans les compétitions nationales, comme celle de la programmation qui s'appelle MPC. Ça nous fait 2 ans, presque, voilà, 2 ans de participation dans cet événement. Alors, quoi d'autre? Il y en a les formations aussi de Java, de programmation, on vise, on peut dire, on vise le plus important, c'est le competitive programming. C'est ça, et on vise aussi ce qu'on appelle le problem solving. Alors, si on a un problème, juste dans la vie réelle, on a des problèmes, il faut savoir comment les résoudre comme ça. Alors, tout ça, on les encourage. Et on n'oublie pas les formations de robotique. On a déjà commencé avec le 15 novembre. Et donc, c'est notre, voilà, nos missions, on a 3 missions, on peut dire, promouvoir et encadrer les
la participation des étudiants aux activités sociales récréatives. La deuxième chose, préparer les étudiants à chercher des stages au milieu professionnel et passer les entretiens et les concours. Troisième chose, permettre aux étudiants d'acquérir une expérience dans l'organisation et la gestion d'un groupe. Alors, comme notre vision, on peut dire, c'est de dynamiser la vie étudiantine en assurant le développement personnel des étudiants dans le but de les préparer à une meilleure insertion professionnelle en collaborant avec les entreprises. Alors, dernière chose, l'appel pour les pour les étudiants qui veulent adhérer à ce club, on les invite à amener une copie de la carte d'étudiant ou bien la reçu d'inscription et remplir la formulaire d'adhésion qu'on sera, alors qu'on le partage avec vous plus tard. Et c'est tout et merci pour votre attention. Merci, cher Alexandre. Juste pour rappeler les activités du club, nous souhaitons les élargir, introduire la possibilité de préparer les étudiants et entrer en contact avec les étudiants, chercher, lycée toujours, garder un contact en présence et pourquoi pas des emplois. Donc, il y a des possibilités. J'aimerais bien s'inspirer des autres clubs, surtout des écoles d'ingénieurs qui peuvent aller plus loin pour mieux réussir leur formation. Alors, bonjour tout le monde. Étant donné que je suis l'ancien responsable de ce club, je tiens tout d'abord à remercier Madame la vice-présidente de nous avoir honoré ce matin pour présider cette cérémonie d'ouverture. Et je remercie aussi notre invité pour cette conférence intéressante. Également, je tiens à remercier M. Marwan d'avoir donné la vie à ce club informatique. Donc, le club qui a connu ce dernier temps des perturbations, mais lui, il a voulu donner un nouveau souffle à ce club-là. Donc, le club a été créé pour étudiants. Donc, il va aider les étudiants dans la communication, donc, et secondo, à améliorer leur performance en termes de programmation, en termes à la fois les soft skills, tout ce qui est communication, tout ce qui est savoir-être, et tout ce qui est savoir-faire, donc les hard skills. Donc, si on participe à des compétitions de programmation, nous avons fait des éditions de Instant Party, c'est-à-dire pour la promotion des logiciels libres, promotion de l'ONU. Et donc, ces deux éditions, elles ont connu un grand succès au niveau régional. Et donc, nous avons plusieurs formations pour les étudiants, à la fois en mathématiques, à la fois en informatique. Et également, nous avons participé depuis 2014 à des compétitions nationales de la programmation. Et certes, nous n'avons pas eu des premiers rangs. Nous ne sommes pas d'ailleurs dans les premiers rangs, mais notre participation, c'est un honneur aussi pour notre fac, parce que ça, c'est quelque chose, il faut s'habituer à faire des compétitions. Et c'est l'esprit de compétition qu'on cherche à instaurer dans nos étudiants. Donc, le club, c'est pas de certaines personnes. Le club est pour tous les étudiants et étudiantes ici à la fac, donc ils sont le bienvenu. Et s'ils ont des propositions pour le rendre plus visible et pour améliorer les compétences des étudiants, ils seront bienvenus, ces étudiants. Et merci.
Avant de continuer, je tiens à remercier vivement Monsieur le secrétaire général qui nous soutient toujours dans nos activités, aussi bien dans la logistique et dans le contact, et à tous les niveaux, au niveau de la formation, donc il est toujours à notre côté. C'est Louis Lehani, donc vous avez un mot. Aussi, je tiens à remercier c'est Ali Younes, un grand informaticien de la fac, qui a une grande expérience et qui est un membre aussi de notre groupe, un staff d'étudiants. Il est un élément incontournable dans notre formation et il est toujours à la disponibilité de tout le monde, aussi bien l'administration, les étudiants, les enseignants. Merci beaucoup pour votre soutien. Avant de donner la parole à Mohamed Kouar, je tiens à donner la parole à une représentante d'étudiants, des étudiants de IWA, c'est mademoiselle Kautar Mogar. Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à tous les invités, les enseignants-chercheurs, les cadres administratifs et aussi mes collègues étudiants, les anciens collègues nouveaux. Alors, je suis Bokan Kautar, étudiante en deuxième année d'ingénierie du web avancé. Ça me fait plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour présenter la formation IWA. Alors, IWA, c'est une abréviation d'ingénierie du web avancé. C'est un diplôme du cycle des études supérieures spécialisées équivalent à Bac+5. Alors, l'objectif de cette formation est de former des développeurs pour devenir capables de réaliser des applications web ou mobiles et pour bien maîtriser les technologies les plus demandées sur le marché d'emploi au niveau national et au niveau international. Cette formation est dédiée aux étudiants et aux cadres d'entreprise qui souhaitent acquérir des compétences dans les technologies mobiles et web. Alors, dans le cadre de la formation IWA, nous avons acquis plusieurs technologies et langages de programmation. Cela nous a permis de réaliser de multiples projets. Parmi les projets réalisés en première année, ce sera un site web de cette formation en PHP et MySQL, aussi une application de gestion d'entreprise développée en Java. Il y a aussi des applications développées avec AngularJS, Spring Boot et Django. Il y a aussi un site web d'un hôtel 4 étoiles à Ouarzazate développé avec le CMS WordPress. Le site est opérationnel sur tirika.ma/hanan. Et enfin, un site web e-commerce réalisé avec React.js, Node.js et MongoDB. C'est un MERN Stack projet. Concernant le programme de la deuxième année, aussi très riche parce qu'on a découvert de nouvelles technologies comme le cloud computing présenté par le prof Ali Younes, dans lequel nous avons travaillé avec Docker. Il y a aussi l'IoT, Internet of Things, dans lequel nous avons travaillé sur des machines virtuelles avec Raspberry Pi pour contrôler des objets à distance en utilisant des interfaces web ou mobile. Je mentionne aussi le module gestion de projet et soft skills présenté par M. Elhibaoui, qui nous permettront d'enrichir notre savoir et nous préparer pour passer des entretiens. Je parle aussi sur l'infographie présentée par M. Zaz, qui nous a permis de faire et de réaliser des illustrations pour faire des conceptions, par exemple des maquettages des sites web ou bien des applications. Et enfin, ServiceNow, c'est un module encadré par la société DXC, notre partenaire de la formation IWA. J'aimerais bien de vous informer que la formation IWA vous offre un espace d'hébergement et un nom de domaine approprié pour que les étudiants puissent mettre en ligne leurs projets. Si vous avez des questions concernant la formation, n'hésitez pas à contacter M. Zaz, le responsable de cette formation. Et merci bien pour votre attention.
Merci beaucoup, Zell Kawthar. Avant de donner la parole à Paul, je tiens à vous informer qu'il y a un quiz à la fin de la formation pour voir qu'est-ce que vous avez capté dans sa présentation. Ceux qui réussissent ce quiz, on donne pas donc, aura une attestation de participation avec la mention. Très bien. Donc, à vous la parole. Oui, j'arrête le partage. Donc, je partage l'écran. Donc, je partage. Voilà. À titre d'information, M. Batar a insisté que celui qui aura la première note au quiz aura cette montre. C'est lui qui décide. Non, c'est lui qui a eu la première note au quiz. Donc, suivez bien la formation. Tout le monde. On est tous des apprenants. Voilà le Tous quiz. des apprenants. Tout le monde. Sauf moi, bien sûr. C'est bon, hein? Ah oui. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Leçon de bien. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Mohamed. Permettez de me présenter, Mohamed, admin de la plateforme monétique de la Banque of Africa. C'est l'ex-BMC Bank. Tout d'abord, je tiens à remercier notre cher président de la Banque of Africa, M. Othmane Benjelloun, qui a toujours encouragé la recherche scientifique. D'ailleurs, il m'a soutenu dans ma thèse de doctorat. Je remercie aussi notre cher doyen, professeur Abdeltef Mokrim, Madame Nora Aknin, la vice-doyenne qui s'occupe de la recherche scientifique et de la coopération, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le responsable de la formation IWA, professeur Zazi Youssef, le staff académique de cette formation, Monsieur professeur Hibaoui Abdelaziz, professeur Adil Benhaddij, professeur Adil Aini, et tout le staff de la faculté des sciences citoyennes et les étudiants aussi de cette ville qui m'est très chère. Voilà, donc commençons notre présentation. Donc, il est intitulé le système monétique au Maroc, transactions de bout en bout. Voilà. Donc, 6 volets, ou bien 6 chapitres, les émetteurs, les acquéreurs, les incoming, les outgoing, le front office et le back office. Donc, commençons avec les émetteurs. Alors, les établissements émettrices de cartes sont la source d'émission de cartes. Il y a deux, pardon? Oui. Il y a 2 firmes leaders dans le système de paiement et de retrait à l'échelle internationale, c'est Visa et Mastercard.
Donc, on appelle l'émetteur de carte une banque émettrice de cartes. Exemple de définition, l'émetteur de carte de crédit est le vrai propriétaire d'une carte bancaire accordée à un titulaire ou en contrepartie de frais d'une souscription annuelle. Les réseaux de cartes de paiement. Dans ce cas, on pourra emprunter cette définition et dire réseau de cartes de paiement en émission. Sinon, le réseau de cartes de paiement va désigner toujours le processus de paiement. Donc, il y a une relation de composition entre les établissements internationaux émetteurs de cartes et les banques émettrices de cartes. Parce que par habit de langage, on dit émetteur de cartes, une banque. Mais le vrai émetteur de cartes, c'est l'établissement réel, c'est-à-dire Visa ou bien Mastercard international. Donc, on va passer à l'historique. La première carte de crédit, carte universelle, est lancée en 1950 par Diners Club. Elle était uniquement valable dans 27 restaurants de New York. Pour Visa, ça a été lancé en 1958, l'année de lancement par Bank of America, Banque America. En 1970, elle a changé de nom vers Visa International. Il le garde toujours d'ailleurs. 1964, les premières cartes American Express, on l'appelle aussi Amexco, abréviation, sont diffusées en France. Il s'agit de cartes de médaille green avec une centrisation romain au centre de la carte. Et pour Mastercard, 1966, création d'Interbank Card pour concurrer la Bank of America, c'est-à-dire Visa. En 1969, revient Mastercard avec 2 cercles imbriqués pour le logo. Et elle change vers Mastercard International en 1979. Japan Credit Bank, ou bien Credit Bank. La banque a été lancée son activité en 1961 et a entamé l'expansion en 1981. Son réseau commercial réunit plus de 31 millions de commerçants en 2015 et couvre 190 pays. On est à l'échelle de 40 millions de marchands ou bien de commerçants acceptant en 2021. Il y a d'autres cartes, bien sûr, comme carte bleue, e-card, FAB, etc. Mais on va se focaliser sur Mastercard et Visa International. Alors, Mastercard est licite dans 210 pays, Visa dans 200 pays, avec 38 millions de points d'acceptation pour Visa et Mastercard 35,9 millions de points. Donc, il y a une petite différence. Alors, quelques gammes de cartes. Alors, il y a des cartes systématiques pour l'autorisation. On va voir qu'est-ce que ça veut dire l'autorisation après. Pour Visa, c'est Visa Electron. Pour Mastercard, c'est Maestro. Pour classique, c'est Visa classique. Pour Mastercard, c'est Mastercard standard. Il y a aussi Visa Premiere, Gold Mastercard et Visa Infinity et World Elite Mastercard. Bien sûr, il y a d'autres cartes, mais on va se focaliser sur ces cartes-là. Alors, les acquéreurs. C'est une entité qui permet aux commerçants d'accepter les paiements par de crédit ou débit en leur donnant accès à un ou plusieurs réseaux de cartes de paiement pour la transmission et le traitement de ces paiements. Parfois, elle est appelée entreprise de traitement des paiements. Voilà. Donc, à l'instar des émetteurs, on appelle un acquéreur un réseau de cartes de paiement en acquisition. Alors, les types de commerçants, il y a 3 types. Il y a les commerçants réels, fictifs et virtuels. Alors, les commerçants réels. Par défaut, un commerçant, c'est un commerçant réel. Il y a un peu de transition entre les bons. Un commerçant réel, l'acheteur doit se présenter sur place et la transaction est alors effectuée. Ce commerçant est également appelé un point de vente. C'est comme les commerçants qu'on trouve dans les boutiques, etc.
Point de vente manuel. Un point de vente manuel, ou ce qu'on appelle par une machine qu'on appelle moulinette, cet équipement a disparu au Maroc depuis 25 ans déjà, n'accepte pas les cartes électroniques. Alors, on va le voir. Bon, il a disparu en 1991, mais il n'y a aucune raison pour qu'on ne peut pas l'utiliser. Par exemple, lorsqu'on est dans un coin, dans un village où il n'y a pas d'électricité. On l'appelle moulinette, fer à repasser ou bien savon. Vous allez le voir, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de vous se rappelle de cette machine? C'est les manuels. Donc, il y a le badge, ici, du commerçant. Lorsqu'on appuie, il y a une facturante manuelle. Lorsqu'on appuie la première fois, il est embossé, le code commerçant. La deuxième fois, le code de la carte et le nom, etc. Après, on l'encaisse chez la banque. Vous vous rappelez de cette machine, non? Il a disparu en 1991. On l'appelle moulinette. Bon. Alors, le TPE, c'est le point de vente électronique, terminal de paiement électronique. Voilà. C'est la nouvelle génération de machines. Donc, il y a des cartes. Actuellement, il y a des machines qui acceptent le Wi-Fi, etc. Voilà. Actuellement, il y a toujours juste les TPE. Il n'y a plus de moulinettes. Alors, commerçant fictif. Un commerçant fictif est un acceptant de nature différente. Comme le GAB, guichet automatique bancaire, c'est online, c'est automatique, Automated Teller Machine, ou bien le DAB, le distributeur automatique de billets, offline. Bon, le DAB, en fait, c'est l'ancêtre du GAB. Avant, on distribuait juste sans bloquer le montant. Les transactions seront traitées pratiquement de la même façon. 2 points de différence sont pris en considération. Il y a le vente et le cash, le retrait d'argent, pris en compte des mécanismes GAB, en particulier ce qu'on appelle la bande mouchard. Actuellement, lorsque vous voyez un GAB, du guichet automatique bancaire, à l'intérieur, il y a une petite imprimante, ce qu'on appelle la bande mouchard, bon, par abus de langage. Alors, si cette imprimante ne marche pas, le GAB, il est offline, parce qu'il enregistre toutes les transactions. Comme ça, si le disque dur de GAB, on va retrouver les traces. Voilà. Alors, un commerçant virtuel, c'est entre les deux types. Exemple, les transactions par le net, via les sites et les plateformes dédiées. En général, les transactions sont sécurisées, ce qu'on appelle le CVV, Card Validation Code. Comme ça, c'est une sécurité de plus pour les sites web. Donc, on retient les commerçants réels, commerçants fictifs et commerçants virtuels. Alors, comment on sécurise ça? Alors, en général, les transactions sont sécurisées par SMS envoyé au numéro de téléphone enregistré, ou bien, je m'excuse, il y a une petite lenteur parce que… C'est pas grave, c'est pas gênant. D'accord, ok. Donc, on a dit CVV ou bien un SMS envoyé au numéro de téléphone enregistré. Donc, il vaudrait bien veiller à son téléphone pour ne pas avoir de transactions frauduleuses. Alors, les moyens de paiement, PayPal. C'est un moyen de paiement en ligne qui permet aux commerçants d'accepter des paiements par carte et compte PayPal. Alors, il existe dans plus de 200 pays et supporte plus de 200 devises. Par exemple, l'USD, 840, c'est le code de monnaie. On va le voir à quoi ça sert. L'euro 978, Japonien 392, le Canadien 124, New Zealand 554, le Brésil 986, PHP 608, Philippines, c'est pas le PHP. Oui. On va parler de PHP après. Alors, l'Afrique, il y a 50 pays dans le Maroc, l'Algérie, Tunisie, Libye, etc. En l'Europe, 49 pays, France, Angleterre, etc. Pardon.
Asie-Pacifique, 55 pays, dont les Émirats arabes unis, Qatar, Saoudi, etc. L'Amérique du Sud, les États-Unis, Canada, Brésil, etc. Alors, les moyens de paiement. Alors, il y a trois sortes de moyens de paiement PayPal, trois modes. Il y a l'immédiat qui est par défaut. Le montant de paiement est débité immédiatement du compte du porteur de la carte. Plusieurs étapes, il y a le blocage, les incoming, outgoing, position, agence, etc. Tout un processus pour débiter le compte. Parce que même si on vous débite le compte, mais ce n'est pas immédiat. Il y a d'abord le blocage, etc. On va voir ça. Alors, il y a le différé. Le compte n'est pas défini le jour JP, c'est-à-dire le jour de paiement. C'est le commerçant qui définit ce délai. Il doit être supérieur à 0 via les formulaires de paiement VAD Capture Date au back-office. Le paramétrage, on va le paramétrage, boutique, configuration, etc. La date de remise et la date de paiement, date de valeur et le change. Les dates de valeur pour la banque et aussi le change, c'est-à-dire le cours de change de cette journée-là. Alors, troisièmement, les récurrents, les paiements par alia et paiements récurrents. Il est optionnel et facultatif, mais ça demande une souscription des commerçants. Quelle est l'utilité pour ne pas rentrer à chaque fois le numéro de sa carte bancaire? Il est sécurisé selon la norme PCI DSS, peut effectuer des paiements récurrents par abonnement et aussi notifier les commerçants par les cartes arrivant à échéance. Voilà. Alors, on va voir comment procède PayPal. Un site marchand redirige le porteur de la carte vers la plateforme de paiement PayPal. On a ce menu-là. Alors, sur la forme d'un formulaire HTML post en HTTPS, les fans de HTML, donc on doit rédiger ce formulaire-là. Alors, pour les commissions, c'est un peu cher. Pour le Maroc, c'est 4,40% plus quelques frais fixes. Pour les United Kingdom, 4,69% plus les frais fixes. Pour le commerçant, mais le porteur ne paie rien. Alors, autre moyen de paiement. Il y a Paylib, Stripe, Amazon Pay, Google Wallet, etc. Il y a donc plusieurs, mais le plus répandu, c'est PayPal. Voilà, on va arriver à un point qui est, pour terminer, ce Bitcoins. Alors, le Bitcoin, c'est l'appellation vient de bit plus coin, c'est-à-dire binary digit, unité de mesure binaire, coin, c'est une pièce de monnaie. Alors, c'est une monnaie cryptographique adosée d'un système de paiement de pair à pair qui n'existe que sous forme numérique. Alors, les transactions en monnaie virtuelle sont formellement interdites au Maroc. Elles constituent officiellement une infraction à la réglementation d'échange de pays. Alors, les réglementations d'échange au Maroc stipulent de manière claire que les Marocains résidents ne peuvent disposer de comptes à l'étranger que sous certaines conditions, être exportateurs ou bien prestation de services, etc. Alors, l'infraction peut mener à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 500 dirhams. 520 000 dirhams, pardon. Le ministère de l'Économie et des Finances, Banque le Maghreb et l'autorité marocaine du marché des capitaux rappellent qu'il s'agit d'activités non régulées. La cause, il y a de grands risques associés à l'utilisation de monnaie virtuelle, dont principalement l'absence de protection du consommateur, la volatilité du cours de change des crypto-monnaies. Alors, quelques statistiques. Alors, le paiement de cartes étrangères au Maroc en 2020-2021. Alors, 12,4 millions de transactions et 14,4 milliards de dirhams, avec une croissance de 29,1% et 23,5%.
Pour les retraits des cartes étrangères guichet au Maroc, la même année, 26% accroissement et 26,6% pour 5,8 millions de transactions et 8,1 milliards de dirhams. Alors, on va passer à une notion très importante, le MCC, le Merchant Category Code, permet de définir le plafond, c'est-à-dire le seuil autorisé pour les transactions. Tout à l'heure, on a parlé des autorisations, c'est-à-dire une fois dépassé le seuil autorisé par la banque, la machine automatiquement demande une autorisation. Sauf, bien sûr, pour la carte électron, on l'a déjà vu. Carte Maestro, carte Visa électron, c'est zéro, c'est online, pardon, c'est offline. Mais pour un dirham, ça va demander une autorisation. D'ailleurs, son nom l'indique, une carte électron. Donc, il va permettre de définir le plafond, le taux de commission, le taux de pourcentage, les frais prélevés des montants versés aux commerçants par la banque qui escompte ces transactions. Alors que la banque, vous allez me dire pourquoi elle prend ces commissions, parce que la banque doit dispatcher, traiter avec les organismes internationaux et nationaux. Et il vous verse le montant global de la transaction, moins bien sûr les commissions. Voilà. Alors, quelques listes, par exemple, de 1 à 1499, tout ce qui est agriculture. Bon, il y a une liste, bon, on va s'intéresser par exemple à quelques codes bien connus. C'est international pour Visa et pour Master. Alors, le 5541, pardon. Les stations de service. 6296, c'est tout ce qui est vêtements, etc. Costumes. 3001, American Airlines. 4511, Airlines. C'est-à-dire chaque compagnie aérienne a un MCC. Mais qui ne sont pas cités, ils ont un MCC unique, c'est le 4511. Voilà. Alors, les incoming. Alors, avant ça, on va citer quelques équipements de Visa et Master. VAP, Visa Access Point, c'est une liaison Visa internationale. C'est-à-dire chaque paquet d'informations doit transiter par cet équipement-là, pour sécuriser, bien sûr. Alors, Mastercard a un autre équipement, c'est le MIP, Member Interface Processor. Alors, du point de vue lexique, coming, c'est which is coming, approaching. Du point de vue terminologique, sont les flux échangés entre Visa ou Mastercard et les banques en entrée, via les plateformes dédiées, ce qu'on appelait justement VAP et MIP. Alors, pardon. Alors, comment on traite les incoming? On utilise le Julian Day. Le Julian Day, ça veut dire, bon, le énième jour de la journée. Par exemple, aujourd'hui, c'est donc, alors ici, on a, par exemple, le Julian Day. Bon, bref, 2 c'est l'année, c'est le suffixe de l'année. Par exemple, pour 2022, c'est 2. 332, c'est le Julian Day, énième jour de la journée. Et 01, c'est la séquence du fichier. Bon, vous allez me dire, est-ce que 2 c'est suffisant? Il n'y aura pas un abus avec, ou bien une confusion avec 2012, ou bien 2032? Non, parce que le délai maximum pour les transactions Visa, c'est 10 ans. Donc, on le sait déjà, c'est 2, c'est 2022. On va économiser déjà un digit. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, ça doit être le... Bon, c'est très simple de savoir le énième jour de la journée, le Julian Day. Il suffit d'ajouter les 31, 28, etc., plus 14. Alors, on a dit le temps de maximum de purge des transactions est inférieur à 10 ans. Un incoming peut avoir plusieurs séquences. Par exemple, s'il y a un gros fichier, on peut avoir la séquence 01, 02, 03, etc.
Alors, pour les plateformes, le calcul du Linday, alors la meilleure, enfin, la plus facile, c'est Unix AX. Il suffit de mettre date plus pourcentage J. Pour Python, une petite, voilà, pour Java, si oui, peut-être, il va nous donner une, voilà. Voilà. Mais c'est très simple, il suffit d'ajouter, voilà. Voilà. Peut-être, il y a une classe peut-être. Oui, sûrement. Par exemple, le 2811, c'est 332. Voilà. Bien sûr, il y aura une différence entre les années bissextiles et les années normales, parce qu'on a février 29 jours. Alors, quelles sont les différences entre Visa et Master? Alors, Visa envoie à ses partenaires un seul incoming qui peut être éventuellement splitté en plusieurs séquences, splitté logiquement ou bien physiquement en plusieurs fichiers. Alors, ces fichiers contiennent toutes les informations provenant de Visa, la compensation, la mise à jour des tables BIN, mise à jour des membres, etc. Qu'est-ce que ça veut dire BIN? On va le voir. Binary Identification Number. Chaque banque membre de Visa International, elle est connue par ce BIN-là. Bien sûr, il est unique. Alors, pour Mastercard, c'est l'inverse. Mastercard envoie ses partenaires plusieurs incoming. Chaque incoming est spécifique. Par exemple, la compensation a un incoming, la mise à jour des tables ICA a un incoming, mise à jour des membres, etc. On va voir qu'est-ce que ça veut dire l'ICA. Interbank Card Association Number. Voilà, donc, bien sûr, chaque méthode ou chaque a ses avantages et ses inconvénients. On va les voir. Alors, Visa vous envoie un seul fichier, un seul traitement par la banque, plusieurs mises à jour de fichiers ou la base de données pour la banque. En cas de problème, voilà, il faudra restaurer toutes les tables impactées par la mise à jour. C'est ça le problème. Par contre, pour Master, on a plusieurs fichiers, plusieurs traitements, plusieurs mises à jour de fichiers ou de la BDD de la banque, c'est pareil. En cas de problème, il suffit de restaurer la table impactée. On n'a pas le choix, donc... Alors, les reports. Parfois, ces organismes vous permettent des rapports déjà prêts. Par exemple, Master offre des rapports étape près à l'impression. C'est ce qu'on appelle Mastercard Debit Switch, MDS, pour les transactions Maestro. Les transactions Maestro, on l'a déjà vu, sont les cartes qui, pour n'importe quel montant, on demande d'autorisation. Donc, ce sont vraiment très sécurisés. Alors, les outgoing. Alors, définition lexique, c'est un instance of going out. Du point de vue terminologique, alors, si les incomings sont les flux échangés entre les Mastercard et les banques, ont sorti via les plateformes dédiées, VAP et MIP. Je m'excuse ici, peut-être il y a une erreur, ce n'est pas les incomings, c'est les outgoing. C'est l'opposé des incomings. On peut se demander si une banque démarre, est-ce qu'on va démarrer avec les outgoing ou bien les incoming? C'est une question à débattre. Alors, pour faciliter la connexion entre les établissements émettrices et banques, des régions ont été créées pour la formation, l'arbitrage, etc., par Visa et Mastercard. On va voir, alors normalement pour le Maroc, les régions de Middle East africain et les sites à Dubaï, normalement les sites vous switchent automatiquement vers votre région. Si vous faites maintenant www.visa.com, il va vous switcher vers Middle East Dubaï. Par contre, le FR, il vous laisse naviguer en interne. Voilà le siège régional de Visa International pour Middle East and Africa, Dubaï. Là, il recrute, hein, si quelqu'un veut. Ils m'ont proposé, je n'ai pas voulu parce que... Bon, il y a plusieurs caractères Visa, donc
partout dans le monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est Dubaï parce que c'est la plateforme Visa et Middle East. Alors, les outgoing Visa et Mastercard. Chaque membre du Visa doit envoyer un outgoing, bien sûr, parce que c'est le seul moyen, toujours incoming, outgoing, pour envoyer les cartes pour pouvoir être payé par Visa ou Mastercard international. Toujours identifié par le Julian Day, la séquence et la code banque, bien sûr. Code banque, parce que je dis code banque, ou bien le BIN ou bien l'UCA. BIN pour Visa, ICA pour Mastercard. Alors, l'Edit Package Visa, c'est un logiciel qui permet de télécharger les transactions reports. Pardon, je m'excuse. Chaque transaction ou état de Visa international, il doit transiter par ce logiciel-là, l'Edit Package Visa. Je m'excuse, c'est qu'il y a de la lenteur. Peut-être la différence. Voilà, donc je m'excuse. Donc, le front office. Donc, on a déjà vu les émetteurs, les acquéreurs, les incoming, les outgoing, le front office et le back office. On va voir le back office. Le front office. Alors, définition. Alors, correspond aux actions, fonctions, aux tâches en lien avec la vente réalisée directement en contact avec le client. C'est la partie autorisation, c'est-à-dire online. C'est la partie autorisation du processus de paiement. Alors, on rappelle le MCC, désigne la nature de l'activité de commerçant. Il permet de définir le plafond du commerçant, le taux de commission, c'est-à-dire le taux de prélèvement. Après dépassement du plafond, on demande autorisation. Bien sûr, on le rappelle, les cartes électroniques sont à plafond zéro pour tous les commerçants. Par exemple, une boutique d'habillement peut avoir, par exemple, 1000 dirhams le plafond. Passer 1000 dirhams, elle va demander autorisation. Bien sûr, on ne peut pas demander autorisation à chaque montant, sinon il y aura une saturation du serveur et des lignes téléphoniques. Donc, il y a un petit risque à prendre. Alors, trame d'autorisation. Alors, une trame d'autorisation envoyée vers Visa, il comporte le code commerçant, par exemple 555, etc. Le code pays, la provenance, par exemple le Maroc, le code monnaie, c'est 504. Le carte number, c'est une carte de 16 ou bien 19 chiffres. Le montant en dollars, le montant local, et le plus important, c'est le code d'autorisation. On va ici 00. Alors 00, ça veut dire transaction approuvée ou traitée avec succès. Si c'est différent de 0, ce n'est pas approuvé, mais il y a un peu de détails. On va voir ce détail-là. Par exemple, 02, il va vous dire contacter l'émetteur de cartes. Alors, ce sont des cartes, des codes qui sont spécifiques à Visa et Master. Bien sûr, le développeur de la banque doit prendre en considération ça pour retourner, par exemple, le TPE. 4, conserver la carte. 05, ne pas honorer. 41, carte perdue. 43, carte volée. 80, le paiement sans contact n'est pas admis par l'émetteur. Parce que pour accepter le Wi-Fi, les TPE, la machine doit supporter physiquement ça et aussi l'émetteur doit le supporter. S'il y a un abus d'utilisation, la banque peut dire non, j'accepte plus. Il va lui retourner le 80, code 80. On va avoir quelques codes d'autorisation. Alors ici, par exemple, 30 erreurs de format, 34 suspicions de fraude, 14 numéros de partout invalides, etc. etc. Donc, l'essentiel, tout ce qui est différent de 0, c'est refusé. Mais il vous dit la cause. On va voir d'autres ici. Alors, par exemple, 80, le paiement non sécurisé n'est pas admis par l'émetteur. 82, CVV incorrect, etc. etc. Alors, le CMI, le Centre monétaire interbancaire, le siège il est à Casablanca. Alors, il permet de switcher les demandes d'autorisation entre le GAB d'une agence bancaire nationale et la banque du porteur de carte, bien sûr nationale. Permet de faire le backup si le front office d'une banque est down.
On peut demander au CMI de faire le backup. Si on a une maintenance, on a un problème, gère tous les aspects front office entre les banques nationales. D'accord? Alors, le back office. Alors, correspond en quelque sorte aux coulisses, c'est-à-dire l'endroit depuis lequel on peut entrer des données ou effectuer des calculs. C'est la partie traitement, c'est la partie offline. C'est l'opposé, si vous voulez, du front office. Alors, le back-office traite les réclamations des clients des banques, les chargebacks, tout ce qui n'est pas le sort du front office. On va voir ce que veut dire chargeback. Alors, le chargeback, ou ce qu'on appelle rétrofacturation, permet à un consommateur qui a payé par compte bancaire de revenir sur son ordre de paiement et d'être remboursé directement et gratuitement par sa banque ou via l'établissement émetteur, c'est-à-dire Visa ou bien Master. Dans le cas où le commerçant n'a pas respecté certaines règles, on va citer quelques-unes. Produit non reçu non conforme à la description, vol de carte bancaire, piratage de carte bancaire, fraude avérée, faillite de la société. Mais les consommateurs doivent vérifier auprès de leur banque ou de la société de carte de crédit la possibilité d'obtenir un remboursement et savoir les délais. Donc, il y a, bien sûr, tout le monde, il y a des gens qui, même s'ils ont fait de vraies transactions, peuvent présenter des chargebacks. Mais justement, c'est le back-office de la banque qui doit traiter ces transactions. Bien sûr, on a dit le délai maximum 2 ans ou bien, mais ça ne doit pas dépasser 10 ans. Sinon, il y aura une collision entre les outgoing, les ID des outgoing et incoming. Voilà, donc voilà. Alors, le CMI, le Centre monétaire interbancaire, peut gérer les réclamations entre les banques nationales marocaines. Mais en général, les banques peuvent communiquer directement pour apurer ces réclamations. Gère aussi la compensation entre les banques, les frais d'interchange pour les droits déplacés d'une banque différente. Je pense 6,82 donc pour les gens, pour les cartes déplacées. Aussi, les transferts des fichiers de compensation via un logiciel CFT, Cross File Transfer. C'est un logiciel sécurisé pour échanger les transactions. Donc, on arrive à la conclusion, quelques recommandations. Alors, le système monétaire marocain se porte bien et est en cours d'évolution permanente. Il y a tendance à généraliser les paiements des taxes, services en ligne. Le e-commerce au Maroc est plus éligible que jamais, ce qu'on a vu. Du point de vue académique, il faudra renforcer davantage les formations spécialisées en monétique, comme master spécialisé, doctorat, DSS, etc. Dernièrement, renforcer davantage les relations entre les sièges régionaux de Visa et Master et les établissements rattachés, surtout côté formation. Voilà, merci. Je m'excuse. Merci beaucoup, M. Mahmoud. De rien, merci à vous. Merci beaucoup. Avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bon. Je reste là. Oui,